Bah, bienvenue tout le monde. Donc ce soir, on va parler, heu, intelligence artificielle, philosophie, créativité, modèle de langage et donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Science où le thème c'est «Intelligence au pluriel», qu'on a mis comme titre «Penser avec les machines vers une intelligence augmentée». Donc c'est la question qu'on va se poser et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Donc c'est une conférence qui est un peu particulière parce que, je ne l'ai pas entièrement construite. Elle vient notamment du chercheur Paul Smart, et il m'a, gentiment fourni ces slides que j'ai modifiés, à ma sauce. Je le présenterai, rapidement. Donc déjà, moi, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis docteur en physique appliquée et informatique. Je suis entrepreneur, ingénieur et j'ai une passion pour la vulgarisation et d'où, le fait que j'ai créé un site de vulgarisation de la pensée critique avec des articles, des outils, podcasts, jeux et cetera et je suis cofondateur de l'association Méthodologie, donc qui organise cette conférence ce soir. Alors, heu, je parle de moi pour plusieurs raisons. Bah, déjà pour vous montrer que je parle d'un certain point de vue, d'un point de vue d'informaticien, de physicien. Donc j'aborde le sujet avec un certain angle et notamment dans ce qui concerne l'intelligence artificielle, bah, je l'utilise à titre, personnel dans mon travail, mais j'utilise aussi pour, la pensée critique. Notamment, je me suis amusé à faire ce qu'on appelle des persona prompts pour, faire ce qu'on appelle des entretiens épistémiques ou de la maïotique. C'est un outil qui est accessible en ligne que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est d'avoir, une IA pour questionner, et essayer de creuser un peu les fondements de nos connaissances, de nos croyances. Voilà, donc ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais c'est pour vous montrer que je travaille, avec les IA et je travaille aussi, et ça, je vais un peu plus en parler, pour, générer des concepts, philosophiques. Donc ça, c'est me concernant sur le sujet qu'on va aborder ce soir et je vais quand même présenter Paul Smart, donc qui, est à l'origine de cette conférence. Donc lui, il a commencé par travailler en neurosciences, en psychologie pendant plusieurs années. Puis, il est passé dans le domaine de la défense, ce qu'on appelle, aussi les plus spécifiquement les renseignements. Il a travaillé sur, la social physics, donc c'est établir des modèles physiques, des liens sociaux entre les personnes. Et actuellement, il travaille plutôt dans le domaine de la santé et avec l'usage des intelligences artificielles et de manière plus spécifique sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est pas du tout dans mon domaine, je ne saurais pas vous en parler, mais voilà, c'est pour vous donner un peu quand même son background et enfin, ce qu'il a fait et c'est important de le garder en tête, vous allez le voir, pour la suite. Alors, donc le sujet de ce soir, penser avec les machines vers l'intelligence augmentée, point d'interrogation. Donc on va parler philosophie, créativité, modèle de langage. Donc, bah, je vais commencer par rapidement rappeler ce qu'est un modèle de langage, même si la conférence, enfin, n'est pas centrée sur ça, donc je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Bien évidemment, on va se poser la question de ce qu'est-ce que la philosophie? Parce que pour le coup, on va vraiment parler de philosophie et bah, le mélange des 2. Est-ce qu'on peut utiliser les LLM en philosophie? Heu, Quels sont les LLM à orientation philosophique? On va parler de la notion d'esprit étendu, on va parler de la notion de confiance et on va finir sur, le point de vue d'un Spinoza moderne. Donc on va vraiment rentrer dans des concepts philosophiques. J'espère que tout ça sera abordable. Donc pour commencer, les LLM, c'est quoi? C'est ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, ChatGPT, DeepSeek et cetera. On a tout un ensemble de modèles où l'idée, c'est de prédire, en fonction d'un contexte, heu, notamment un ensemble de mots. Donc ça a des capacités assez utiles, notamment pour faire des résumés, pour, paraphraser, pour, cartographier des arguments. Ça, c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans l'étude du procès Mazan, mais ça a aussi ses limites. Donc l'idée, hein, rapidement, c'est pour que tout le monde ait les bases. Par exemple, si on a la phrase: «La capitale de la France est», eh bien, le modèle va établir des probabilités d'apparition du prochain mot. Donc en l'occurrence, là, il y a de grandes chances que ce soit Paris, le prochain mot qui apparaisse. Maintenant, si on change légèrement le contexte, donc on change légèrement la phrase, on met: «La capitale de la France est tellement». Bon, là, mettre Paris n'a plus beaucoup de sens. Donc dans ce contexte-là, on va peut-être mettre dense ou grande. Donc le contexte a son importance et donc c'est vraiment un outil de prédiction, d'anticipation, heu, de la suite. Alors ces modèles de langage, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds.
c'est entraîné sur des grandes quantités de textes et ça utilise l'apprentissage auto-supervisé. Donc les réseaux de neurones profonds, il faut imaginer que, ils sont constitués de milliards de connexions qui, en fait, vont s'ajuster pour apprendre à reconnaître les relations entre les mots, les phrases et les concepts. Donc ces connexions, c'est ce qu'on appelle des paramètres et ça fonctionne un peu comme des interrupteurs dont on règle l'intensité, en fonction, heu, de il y a des connexions qui peuvent être plus ou moins fortes. Donc c'est vraiment, quand on entraîne un modèle, on va ajuster l'ensemble de ces milliards de paramètres, et ce qui va former une forme d'apprentissage. Donc je m'arrête là sur, ce qu'est un LLM, je n'irai pas plus loin. Voilà, j'espère que ça reste suffisamment compréhensible. C'est vraiment pour donner des bases pour comprendre la suite. Maintenant, qu'est-ce que la philosophie? Alors c'est une grande question, je n'ai pas 1 heure pour, pour parler uniquement de ça. Je vais essayer de le résumer avec un auteur que j'aime bien, Gilles Deleuze, qui dit que la philosophie est la discipline qui consiste à créer des concepts. Alors, c'est extrêmement, synthétisé, mais voilà, c'est encore une fois pour vous donner des bases. Hem, Si on le reformule, à ma manière, c'est-à-dire cela correspond exactement à l'idée que la création conceptuelle est au cœur de l'acte philosophique. Si je le reformule encore une fois, pour être sûr qu'on comprenne tous la même chose, heu, je pose que c'est en fait, la philosophie, c'est un acte de rupture qui installe un avant et un après dans le paysage des idées et c'est cette dernière, phrase, cette dernière formulation que je vais garder et qui va me servir pour évaluer, ce qui a été fait avec les élèves. Donc maintenant, on va parler donc de LLM, donc de modèles de langage de grande taille à orientation philosophique. On va venir mélanger les 2 et on va se poser la question de comment ces outils peuvent transformer la pratique philosophique en elle-même. Alors pour ça, je vais présenter 3 manières de faire. La première, je vous en ai parlé rapidement et je ne vais pas revenir dessus, c'est ce qu'on a appelé le persona prompt, que vous pouvez trouver sur mon site. Ensuite, on a le RAG, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus, qui utilise notamment, une mémoire externe et enfin le fine tuning, donc c'est là où on vient ajuster le modèle, sur des œuvres un peu plus spécifiques ou sur du contenu plus spécifique. Donc justement, là, je vais commencer par rapidement parler du fine tuning et notamment d'une étude qui est sortie il y a pas si longtemps, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré le travail de Daniel Dennett, qui est un philosophe, connu, moderne. Ils ont extrait les textes des textes qu'il a produits, ils ont nettoyé les données. À partir de ça, ils ont fait des découpages de ces données et ils ont fait ce qu'on appelle le fine tuning. Donc, ils ont entraîné un modèle sur ces données, ils ont ajusté le modèle par rapport aux travaux de Daniel Dennett. Et à partir de là, eh ben, ils ont eu un modèle qui était spécifique à Daniel Dennett, à qui ils ont pu poser des questions. Donc, notamment, par exemple, qu'est-ce que la conscience? Et une réponse typique de Daniel, ce serait: «Cela n'existe pas». Alors, de manière concise. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce papier, c'est qu'ensuite ils ont essayé de voir si les tests qui étaient produits par cette IA pouvaient être confondus avec ceux de Daniel Dennett. Ils ont fait tout un travail avec des étudiants et d'autres personnes, savoir s'ils arrivaient à reconnaître si c'était généré par une IA ou par le vrai philosophe. Et en l'occurrence, eh bien non, on n'arrivait pas à distinguer, les 2. Donc ça, c'est, en quelque sorte un moyen de reproduire, hem de créer une IA qui va formuler exactement les mêmes réponses qu'un philosophe qui existe. Heu, tu vois, ils l'ont fait avec Daniel Dennett, mais on peut faire avec n'importe quel philosophe. Donc ça, c'était le fine tuning qu'on va laisser de côté maintenant. On va plus du tout en parler. On va parler plutôt de RAG, donc génération augmentée par recherche. L'idée, c'est que, donc vous partez d'un modèle, hein, voilà, par exemple ChatGPT 3.5, 4 ou DeepSeek. Vous pouvez lui poser une question, il va mettre une réponse. Donc ça, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, ben, c'est exactement le même principe. Et là, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va, connecter ce modèle à une base de données externe. Donc par exemple, dans cette base de données, on peut y mettre les travaux de Andy Clark, qui est un autre philosophe. Donc c'est vraiment une façon de faire qui est totalement différente. C'est-à-dire que là, on ne vient pas réentraîner le modèle. Le modèle vient juste piocher dans une base de données, externe, une mémoire externe, les informations dont il a besoin. Et ça permet de faire ce genre d'outil. Donc ça, c'est un outil que, Paul a créé, heu, où, vous avez une IA
qui, est basé sur les travaux, donc en l'occurrence là de Andy Clark. Vous pouvez lui poser une question: «Qu'est-ce que l'esprit étendu?» Donc l'esprit étendu, c'est justement l'un des concepts qui est abordé par Andy Clark et là, il va faut formuler une réponse dans le style, et le fond, enfin, il n'y a pas que la forme, c'est le fond et la forme qui, sont alignés avec les travaux d'Andy Clark. Donc ça, en fait, ça permet aussi de créer en quelque sorte un philosophe, digital. Donc là, il l'a fait, ça c'est les travaux de Paul Smart, il l'a fait avec Andy Clark, mais on peut le faire avec tout un ensemble de philosophes. Donc on peut reprendre Daniel Dennett, on peut prendre, Keith Franklish, je ne sais pas si je le prononce bien, et on peut, avec la même IA, le questionner sur un concept. Donc par exemple, «Peux-tu expliquer la conscience?» Et là, il peut répondre en mélangeant le point de vue des 3 philosophes. Donc là, on arrive à créer en quelque sorte une hybridation de plusieurs philosophes. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, sans IA, à moins de faire débattre ces philosophes. Donc il faut pouvoir les réunir dans la même pièce et les forcer à débattre. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avec ce genre de système. Donc ça, c'est, pour illustrer ce qu'on peut faire avec les IA, par rapport à des travaux philosophiques. On peut arriver à créer comme ça des philosophes digitaux et même combiner les points de vue de différents philosophes. Donc ça, c'est un premier exemple d'usage. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail d'un point de vue philosophique et aborder le concept d'esprit étendu. Je vous en ai parlé, là, je vais essayer de vous l'expliquer de manière très succincte, même si en soi, ce serait une conférence entière. Alors, le concept d'esprit étendu, donc je vous présente Inga à ma gauche, non, heu, à ma droite et Otto à ma gauche. Donc imaginez que ces 2 personnes-là, veulent aller au cinéma. Que Inga, elle, a décidé de mémoriser l'adresse du cinéma pour s'y rendre. Donc, à partir du moment où elle va aller voir son film, elle va se déplacer, elle va connaître l'adresse, elle va se dire: «OK, je me déplace de mon point A à mon point B» et elle fait ça avec uniquement, son cerveau et l'information qu'elle a inscrite dans sa mémoire. Otto, lui, bon, il a pas envie de retenir l'adresse, il va la noter sur, son téléphone ou sur un cahier. Donc il va externaliser une partie de l'information dont il a besoin pour aller au cinéma et donc quand il peut oublier cette information parce qu'elle est notée, donc il peut la sortir de sa propre mémoire et lorsqu'il va aller au cinéma et ben, il va utiliser son téléphone ou son morceau de papier pour arriver jusqu'au cinéma. Donc son processus cognitif, l'action complète, inclut un élément qui est externe à lui et donc c'est ça ce qu'on appelle l'esprit étendu. C'est quand on utilise un élément qui est externe à nous-mêmes pour réaliser un processus cognitif. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Heu, voilà, alors c'est extrêmement résumé, hein, mais voilà, c'est pour vous donner, l'idée sous-jacente. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a fait juste avant, avec notamment notre technique, RAG, donc c'est-à-dire utiliser un modèle et lui ajouter une mémoire externe, eh bien, on peut le voir aussi comme un esprit étendu. Si on considère le modèle comme un esprit, eh bien, à partir du moment où on lui rajoute une mémoire externe, on peut considérer que l'ensemble du modèle plus la base de données, c'est aussi un esprit étendu. Donc, cette théorie de l'esprit étendu qui a été conceptualisée pour l'humain, on peut aussi l'appliquer aux intelligences artificielles, ou en tout cas aux LLM. Et ce qui est très intéressant, enfin, ce que je trouve que Paul a fait et qui est très intéressant, c'est du coup, il a questionné sa version digitale du philosophe Andy Clark pour lui demander justement: «Est-ce qu'on peut voir ces systèmes, d'IA connectés à une base de données comme des esprits étendus?» Et donc l'IA a répondu elle-même, sur, effectivement, oui, on peut faire des parallèles entre, la notion d'esprit étendu appliquée aux humains et celle appliquée aux IA. Donc, donc du coup, l'outil qu'il a créé sert aussi à s'auto-évaluer. On va évaluer sa propre structure. Alors, le slide suivant, vous inquiétez pas, s'il vous fait peur, on ne va pas rentrer dans des détails, mais du coup, Paul Smart, ce qu'il a fait, c'est que, il est parti de tous les travaux qui ont été faits sur l'esprit étendu, donc appliqués à l'humain, pour les étendre aux intelligences artificielles. C'est-à-dire que dans la notion d'esprit étendu, justement, pour évaluer est-ce que
moi plus mon téléphone, je forme un esprit étendu. Donc ça, il y a tout un ensemble d'hypothèses qui permettent de dire si oui ou non c'est un esprit étendu. Eh bien, ce que Paul a fait, c'est qu'il a modifié ça pour que ça inclue aussi les IA. Donc voilà, c'est tout un travail, assez dense. Je vous invite, si vraiment ça vous intéresse, à aller voir cette publication. Et donc le fait de créer comme ça ces philosophes digitaux, a permis aussi de créer des nouveaux concepts en philosophie et des nouveaux concepts en intelligence artificielle. Alors cette notion d'esprit étendu, donc on l'a vu, on peut l'appliquer aux IA, mais en fait, on peut aussi l'appliquer aux animaux, pas que à nous, humains. Ça a été fait, par exemple, avec les araignées. Par exemple, en considérant que les toiles, la toile des araignées contiennent elles-mêmes de l'information et donc l'ensemble araignée plus toile forme un esprit étendu. L'araignée se sert de sa toile pour aller chercher l'information et pour réaliser des actions. C'est le cas des plantes aussi. C'est-à-dire que les plantes, avec l'ensemble de leur écosystème, forment un esprit étendu. Les protozoaires aussi. On a tout un ensemble de relations entre, différentes entités et donc on pourrait considérer l'ensemble de ces entités, comme un esprit étendu, au-delà de l'entité elle-même. Donc ça peut aller très loin, cette notion, d'esprit étendu et ce qui va nous intéresser par la suite, c'est, surtout ça. C'est le fait que le projet de construire des esprits étendus, ça va aussi modifier notre façon de penser. Voilà, je vais revenir dessus. Hem, mais on l'a vu là, enfin dans ce que Paul a fait. Donc il a construit une IA qui correspond à une forme d'esprit étendu et là, on va voir que le fait de construire cette IA, ça va aussi modifier notre façon de penser certains problèmes philosophiques. Alors la prochaine slide aussi, elle peut faire peur, ne vous inquiétez pas, je vais donner des exemples pour illustrer ça. En fait, le fait de construire des IA qui forment des esprits étendus, ça fait se poser cette question sur la pertinence constitutive. Alors, il y a 2 façons de voir la pertinence constitutive. Enfin, il y a la pertinence constitutive et la pertinence causale, pardon. Ne vous inquiétez pas, je vais illustrer ça avec des schémas. En gros, c'est dans un cas, pour constituer un esprit ou un processus cognitif, il faut que l'ensemble, des éléments fassent partie de l'entité. C'est-à-dire que moi, en fait, si je considère un objet externe, il ne pourra pas faire partie du processus cognitif. Et dans l'autre cas, on va considérer qu'un élément externe peut faire partie de ce processus. Bon, je vais, directement aller sur les exemples. En gros, on se pose la question de, à partir de quand une entité fait partie d'un mécanisme? Comment on détermine les frontières et les limites de ces mécanismes? Je vous donne un exemple tout simple. Prenons un robot. Donc ce robot, il est délimité par un corps, il a une batterie, un processeur. Donc a priori, on va dire que son processeur et sa batterie font bien partie de cette entité. Par contre, imaginons qu'il y ait une télécommande. Est-ce que cette télécommande fait partie de l'entité ou est-ce qu'elle est externe? S'il y a un obstacle devant lui, cet obstacle va modifier son comportement. A priori, cet obstacle, on va dire: «Bah non, il ne fait pas partie du robot». Mais on pourrait aussi imaginer que cet obstacle fait partie du processus cognitif et donc ça pourrait former un esprit, étendu. Si je prends un cuisinier, si on prend le processus de cuisson, le processus de cuisson va dépendre de la température extérieure, va dépendre de la cuisson, va dépendre de tout un tas de paramètres. Donc qu'est-ce que l'on considère comme faisant partie de ce système? C'est une vraie question. Où est-ce qu'on met les limites? Je vous donne un dernier exemple qui, je trouve, est extrêmement parlant, c'est qu'à l'intérieur de notre corps, on a énormément de bactéries, on a plus de bactéries que de cellules humaines. Est-ce que ces bactéries font partie de nous? Ou est-ce qu'elles sont externes? Est-ce qu'elles font partie de notre esprit, dans le sens où ces bactéries influencent nos comportements? Ça, il y a de nombreux éléments qui le démontrent. Donc, est-ce que, l'ensemble bactéries plus nous forme un esprit étendu? Quelles frontières? Où est-ce qu'on met les limites? Voilà, c'est tout un tas de questions, je ne donnerai pas forcément les réponses, mais si je devais en donner une, je prendrais la position de une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle Donna Haraway, qui est philosophe et professeure émérite en sciences humaines, qui a travaillé sur notamment la biologie, le féminisme et qui est pionnière de ce qu'on appelle le cyberféminisme. C'est, un activisme, en ligne et qui est notamment à l'origine du concept de la connaissance située. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bah, toute connaissance s'inscrit dans un contexte. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par me présenter. C'est-à-dire que la conférence de ce soir, je l'aborde avec un certain angle, avec, un certain angle qui m'est propre et sa réponse par rapport, à l'esprit étendu, alors elle n'est pas directe parce que je ne crois pas qu'elle en ait parlé, mais ce serait de dire qu'on n'est pas des esprits clos, mais des cyborgs situés. Elle, c'est vraiment son concept, c'est le fait que nous sommes des cyborgs. C'est-à-dire que, heu, on a toujours un outil avec nous, même, si vous allez en forêt couper un arbre, bah, vous utilisez un outil pour couper l'arbre. Vous ne le coupez pas avec vos propres mains. On porte tous des habits. C'est des éléments qui nous sont extérieurs et pourtant ils nous définissent. Donc, l'humain est intrinsèquement ce qu'elle appelle un cyborg, c'est-à-dire on est toujours, constitué d'autres éléments, on travaille constamment avec des éléments et les frontières que l'on va mettre sur nos mécanismes cognitifs ne sont pas neutres. C'est-à-dire qu'on ne va pas objectivement dire: «Bon, bah, la frontière», si je reprends les bactéries, oui, les bactéries ne font pas partie de nous. Non. Ce qu'elle dit, c'est que le choix des frontières, c'est un choix politique, social et éthique. Car ces bactéries, choisir si elles font partie de nous ou elles ne font pas partie de nous, c'est un choix politique, social et éthique. Voilà et j'aime beaucoup ce type de réponse parce que ça permet de d'étendre justement notre façon de penser et d'ouvrir un peu nos perspectives et nous décentrer de ce qu'on pourrait être. Alors, si on revient sur le problème de la pertinence constitutive, ce que je trouve très intéressant, c'est surtout que, en fonction justement de notre position, on va pas avoir le même regard sur cette question. Je vous explique. Un ingénieur, par exemple, quand il conçoit un outil, il définit lui-même les limites. Là, c'est ce qu'a fait Paul. Il a conçu une IA avec un système extérieur. Il va dire: «Bah, ça forme un esprit étendu parce que je l'ai décidé». Le scientifique, lui, il va avoir la démarche inverse. Il va observer une structure et il va se poser des questions. Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui définit mon esprit étendu? Donc, suivant notre position, on va pas avoir le même regard sur un objet. Ça illustre cet aspect situé aussi. C'est-à-dire que suivant qui on est, suivant l'expertise qu'on a, suivant le regard qu'on apporte, on n'a pas, on n'aura pas les mêmes définitions. Alors, j'en ai fini avec cette problématique. En tout cas, donc ce qui a été fait là, le travail de faire des philosophes, numériques, ça fait se poser plein de questions, des questions, techno-philosophiques. Bah, la première. Justement, on vient d'en parler, comment le fait de construire des systèmes étendus modifie notre façon de voir les problèmes philosophiques. Ça pose des questions à ce niveau-là. Hem, Est-ce que, justement, ces mêmes perspectives philosophiques peuvent être utilisées pour construire des formes plus avancées d'intelligence artificielle? Donc on voit que l'IA influence les questions philosophiques, mais les questions philosophiques peuvent aussi influencer l'IA, donc c'est en double sens. Et concrètement, comment on peut utiliser ces LLM pour faire de la philosophie? Donc là, je vous ai donné quelques exemples et des exemples techniques et maintenant on va voir un exemple un peu plus philosophique. Donc justement, ce qu'a fait Paul, c'est qu'il s'est intéressé au concept de la confiance. Donc on va parler de la confiance et on va utiliser l'IA pour se demander: «C'est quoi la confiance?» Alors, si on n'utilise pas l'IA et qu'on prend ce que différents philosophes ou différentes personnes ont pu, décrire de la confiance, on obtient ça. Par exemple, on pourrait dire, aborder la confiance sous, ce qu'on appelle l'intérêt encapsulé, c'est-à-dire que la personne de confiance est celle qui fait ce que la personne qui lui fait confiance attend d'elle. Donc il y a une notion d'attente vis-à-vis des autres dans la notion de confiance. Ensuite, il y a la, conception de la réactivité à la confiance. Donc la personne de confiance, c'est qui répond à l'acte de confiance en faisant ce pourquoi on lui fait confiance. Là, encore une fois, il y a une forme d'attente vis-à-vis de l'autre, et cetera, et cetera. Donc on a comme ça différentes, façons de voir la confiance, différents, concepts. Là, c'est absolument pas exhaustif, hein, je vous ai donné des échantillons. Donc, par rapport à cette notion de confiance, on peut reprendre nos, philosophes digitaux et leur demander, bah, qu'est-ce que selon vous la confiance? Et c'est ce qu'a fait Paul, mais il est allé un peu plus loin. Il n'est pas parti des philosophes, qu'on a abordés, il est parti de lui-même.
C'est-à-dire qu'il a donné à l'IA ses propres travaux. On l'a vu, il a travaillé dans la défense, il a travaillé sur le fonctionnement du cerveau, il a travaillé dans le médical, dans la phys des les modèles sociaux, donc il a eu tout un tas de travaux. Il les a donnés, il a créé une IA basée sur ses propres travaux et il a aussi donné les définitions de la confiance que je vous ai données précédemment. Et du coup, il s'est demandé à lui-même, enfin, à sa version numérique: «Qu'est-ce que, tu penses de la confiance? Qu'est-ce que pour toi c'est la confiance?» Et est-ce que, cette définition est cohérente avec les définitions de la confiance? Alors, avant de vous donner la réponse, de cette IA, on va parler un peu du fonctionnement du cerveau. C'est important et c'est nécessaire parce que justement l'IA, c'est basé sur ça et notamment sur des travaux, qu'a eu Paul Smart sur le fonctionnement cognitif. Donc, il y a beaucoup de théories, sur le cerveau, il y a beaucoup de modèles différents. Là, on va parler d'un modèle et les modèles sur lesquels a travaillé Paul, c'est le fait que le cerveau soit une machine de prédiction et que l'objectif du cerveau, c'est de minimiser l'erreur de prédiction. Donc un peu comme les modèles de langage. Ici, par exemple, voilà, je me dis, si je sors de ce lieu, que va-t-il m'arriver? Bah, mon cerveau va prédire différentes options et il va chercher la plus logique. Et dans ces prédictions, il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a la perception, donc c'est adapter ce qu'on voit, pour minimiser l'erreur. Notre cerveau fait ça aussi, hein, quand il observe, il n'a pas une vision objective de la réalité, il est tout le temps en train d'interpréter et d'ajuster par rapport à des modèles. Il y a une partie d'apprentissage, donc mettre à jour son modèle, voilà, si je vais sur internet et que je vois de nouvelles informations, je vais les prendre en compte et peut-être que je vais essayer d'ajuster mon propre modèle, c'est-à-dire quelle est ma vision de la réalité. Et enfin, il y a l'action. C'est le fait d'aller changer le monde. C'est-à-dire que moi, si par exemple, j'ai envie que le monde corresponde à ce que j'ai dans ma tête, je vais vouloir agir. Par exemple, bah, là, je, fais une présentation d'esprit critique, et sur des travaux scientifiques dans l'idée que ça puisse servir, que je puisse avoir une action, et vous convaincre de certains éléments. Donc il y a, ces trois parties qui sont importantes et donc notre cerveau est constitué de tout un tas de neurones et donc c'est ces neurones-là qui vont agir pour minimiser l'erreur de prédiction. Si on rentre un peu plus dans le détail, heu, dans ces modèles-là, en fait, on a ce qu'on appelle des niveaux et donc on va essayer de minimiser l'erreur entre ces différents niveaux, donc au niveau des neurones. Donc le cerveau est vraiment une machine à prédire dans ce modèle-là. Et donc il cherche à minimiser l'erreur de prédiction. Donc si on revient sur nos 3 axes précédents, en termes de perception, on va ajuster nos prédictions à la lumière des erreurs qu'on fait. Si, j'ai l'impression que le mur est de telle couleur, je vais peut-être me dire: «Il est rouge». Bon, je vais m'avancer: «Ah non, en fait, il est blanc». J'ai ajusté ma perception, du décor. Il y a l'apprentissage, j'en ai parlé. Donc, par exemple, utiliser l'erreur pour apprendre. Donc, bon, OK, j'ai vu que le mur était rouge. Pourquoi je l'ai vu rouge? Peut-être que c'est parce que, justement, mon modèle interne n'était pas bon. Et l'action, donc, j'en ai parlé, c'est, vraiment agir pour modifier ce qu'on va percevoir. Si je suis pas content que le mur soit blanc, je vais le transformer en rouge et comme ça, ce sera cohérent avec ce que j'ai dans ma tête. Voilà, donc ça, c'était des petits éléments pour, vous expliquer, comment est perçu le cerveau dans les modèles que Paul Smart a étudiés. Maintenant, donc comme je vous l'ai dit, il a questionné une IA pour savoir ce qu'elle, elle pensait de la confiance. Et donc ce qu'a fait l'IA, c'est qu'elle a combiné un peu tous, les travaux de Paul Smart, donc notamment sur le fonctionnement cognitif et aussi sur les modèles, sociaux, pour arriver à une forme, ce qu'on appelle d'énergie libre sociale de la confiance. Alors, je vais vous expliquer ce qu'elle a produit. Donc on a vu que, dans le modèle précédent que le cerveau était un outil pour minimiser l'erreur de prédiction. Et ben, l'IA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit que la confiance, c'était un moyen de minimiser l'erreur sociale, tout simplement. Je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, si on a X qui fait confiance à Y, donc une autre personne, pour faire l'action Chi. Donc par exemple, si X demande à Y de lui acheter un gâteau. Donc X fait confiance à Y pour lui acheter un gâteau. Donc là, la confiance, c'est de chercher à minimiser l'erreur. X veut absolument que Y fasse l'action et éviter qu'il y ait une erreur, c'est-à-dire qu'elle n'aille pas lui acheter son gâteau. Donc être digne de confiance,
c'est se comporter de telle manière à minimiser l'erreur d'attente ou de prédiction qu'on a vis-à-vis de l'autre, à qui on a placé notre confiance, tout simplement. Je vous donne un exemple très concret. Un patient va chez le médecin. Donc le patient attend du médecin qu'il sera écouté, qu'il recevra un diagnostic sérieux et que le traitement sera adapté à lui. Donc le patient fait confiance au médecin pour avoir ces comportements-là. Eh ben, une erreur de prédiction sociale, ce serait si le médecin l'interrompt sans l'écouter, prescrit sans expliquer et ne répond pas à ses questions. Il y a une erreur de prédiction. On s'attend à un certain comportement vis-à-vis du médecin, le médecin ne réagit pas de cette manière. C'est une erreur. Et donc là, si on voulait minimiser l'erreur, eh ben, le médecin, il va agir pour réduire cette erreur. Donc expliquer son raisonnement, vérifier les attentes du patient et ajuster son propre comportement. Je vous donne un autre exemple. Un ami prévient, à son autre ami qu'il va arriver à 20:00. Ben, l'erreur de prédiction, ce serait que cet ami vienne à 21:00 sans le prévenir. Là, il y a une grosse erreur d'attente. Donc la confiance est, entamée. Et donc pour minimiser cette erreur, donc l'idée, c'est pas de corriger l'erreur parce qu'en fait, l'ami, peut-être qu'il a un empêchement et qu'il ne peut pas arriver à 20:00. Ce qui permet de réduire l'erreur, c'est envoyer un message à la personne qui nous fait confiance pour lui dire: «Désolé, je vais arriver à 21:00». Là, on vient réduire l'erreur et la confiance est préservée, puisqu'on a informé la personne qu'il y a une erreur par rapport au comportement attendu. Donc c'est pas le fait de faire une erreur qui est problématique, c'est le fait que la personne ne soit pas informée. Et donc ça, si on reprend nos 3 points, perception, action et j'ai oublié le troisième, ça donne ça. C'est-à-dire que d'un point de vue cognitif, on l'a vu, c'était modifier les prédictions pour ajuster le flux sensoriel, donc notre perception. Si on prend la conscience d'un point de vue erreur sociale, donc comme l'a conçu l'IA, c'est, ajuster les attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre, en qui on fait confiance. Donc c'est ajuster nos attentes. Par exemple, en disant qu'on ne peut pas faire ce qui est attendu. Avec l'exemple que je vous ai donné juste avant, de l'ami qui arrive à 21:00. On va informer l'autre personne qu'il y aura une erreur. Si on prend la partie apprentissage, d'un point de vue cognitif, c'était apprendre du monde, donc apprendre des erreurs ou apprendre de ce qu'on perçoit pour s'ajuster. Et d'un point de vue erreur sociale, bah, c'est par exemple si on voit que, notre ami, il est tout le temps en retard, et ben justement, on va ajuster notre modèle pour se dire: «Bon, il sera fréquemment en retard et donc c'est normal. On va ajuster cette attente». Et dernièrement, l'action. Donc d'un point de vue cognitif, c'est transformer le monde pour que, l'action soit en lien avec notre prédiction. Et d'un point de vue erreur sociale de la confiance, c'est, agir par rapport à ce que l'autre attend de nous. Donc, j'ai mis Y devient une extension de l'agir de X. Si je reprends l'histoire de mon gâteau, c'est que si moi je demande un gâteau à une autre personne, et bien cette autre personne devient une extension de moi, puisqu'elle vient faire une action à ma place. Elle va me chercher un gâteau à ma place. Il y a aussi cette notion d'action vis-à-vis de l'erreur sociale. Donc il y a vraiment un parallèle qui a été fait par l'IA entre la conception d'un point de vue, cognitif et d'un point de vue, erreur sociale au niveau de la confiance. Donc on a un modèle de la confiance qui est très proche de celui du fonctionnement cognitif et derrière, il a pu lui demander de créer justement, de définir un peu plus cette confiance et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les définitions précédentes. Le fait que, la communication doit être ouverte et honnête, le fait que, on va pas accorder notre confiance dans des situations qui sont irréalisables, et l'importance de tenir ses attentes. Donc, lorsque la confiance est placée, eh ben, on doit répondre en agissant vis-à-vis de ce qui est attendu de nous. Donc, on a une cohérence entre ce qui a été produit et les notions, habituelles de la confiance. Et on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que là, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est aussi, opérationnaliser la confiance. C'est-à-dire définir des opérations qui définissent ce qu'est la confiance. Donc première étape, c'est calibrer ses promesses. Si on accorde notre confiance à une autre personne, on va lui dire: «Beh, ça, je ne peux pas le réaliser pour toi». On va vraiment définir ce qu'on peut ou ne pas faire. Ensuite, gérer l'incertitude. Donc on l'a vu avec l'ami qui rentre à 21:00, si on sait que cette personne a l'habitude
d'être en retard, et ben, on va avoir cette notion d'incertitude. On va aligner nos attentes. Donc, essayer de répondre exactement à la demande, donc ce qui est attendu de nous. S'il y a une erreur, on va essayer de la rattraper. On l'a vu avec le médecin, si le médecin agit mal, eh ben, il va essayer de se rattraper et dire au patient: «OK, bon là, j'ai agi de telle manière, j'aurais dû agir comme ça». Donc on peut rattraper nos erreurs. Et enfin, il y a un aspect apprentissage. Donc on va aider l'utilisateur à ajuster ses attentes. Si justement, celui qui est tout le temps en retard, il peut aller, communiquer avec son ami et dire: «Désolé, dans mon contexte, il est fort probable que j'arrive tout le temps en retard». Et donc du coup, cet ami va apprendre, que ce comportement est habituel. Voilà, donc du coup ici, ce qu'a proposé l'IA, c'est un nouveau concept de la confiance et on peut décrire comme ça des différentes étapes, donc opérationnaliser. Et donc ce qui a été produit, heu, c'est, une notion de confiance qui n'est pas éloignée de ce qu'on connaissait déjà et ça a l'intérêt d'ouvrir la porte à des modélisations. C'est-à-dire que là, on peut arriver à modéliser la confiance. Par exemple, au niveau d'une société, on peut dire, «Tiens, telle personne agit de telle manière», donc on peut, mesurer cette confiance et la simuler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la notion de confiance que l'on vient de voir, on peut l'appliquer aussi aux IA. Donc, on peut établir des modèles de confiance entre intelligence artificielle. Donc là, c'est un peu comme si on avait un modèle physique, social, des attentes et donc de la confiance. Donc on a vraiment l'IA, elle a pris vraiment tous les travaux de Paul Smart, que ce soit sur les modèles sociaux, que ce soit sur le fonctionnement du cerveau et sur la notion de confiance, pour créer un nouveau concept qui soit cohérent. Et donc ça illustre concrètement, la possibilité de l'usage des LLM pour la recherche philosophique. Là, ça a ouvert une nouvelle voie, un nouveau regard sur la confiance. En tout cas, c'est ce qu'avait conclu Paul Smart et moi, je suis allé un peu plus loin. J'ai essayé d'avoir un regard critique sur ce que sur cette conclusion-là et j'ai fait mes petites recherches. J'ai essayé de voir, est-ce que d'autres personnes ou d'autres IA avaient établi le même modèle de, confiance. Eh bien, pas tout à fait. Enfin, oui, justement, il y a eu d'autres personnes, notamment des chercheurs en neurosciences, qui ont déjà imaginé la confiance telle que je vous l'ai décrite, donc comme un mécanisme de réduction d'incertitude entre les individus. Donc c'est pas complètement nouveau, ce que je viens de vous présenter. Ce que l'IA a conçu, ce n'est pas complètement nouveau. Mais sur certains axes, ça reste différent. Ce que je vous ai montré en dernier, le fait d'opérationnaliser, ça, c'est nouveau. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. L'aspect situé aussi, là, je vous en ai très peu parlé, mais elle a beaucoup insisté sur ça, sur l'aspect situé de la notion de conscience. Donc, si on reprend, ma définition de ce qu'est la philosophie, est-ce qu'il y a un avant et un après? Eh bien là, on n'invente pas la roue, mais on éclaire un nouveau pan de la carte. Donc, j'estime quand même qu'on est allé un peu plus loin et que cet outil d'intelligence artificielle a permis de philosopher, a permis d'ouvrir de nouveaux concepts. Alors, bien évidemment, ça a ses limites. L'usage des IA en philosophie, il y a plein, plein de limites qu'il est important d'aborder. Alors, je n'ai pas le temps de détailler chaque point, mais voilà, il y a un effet stylistique. C'est pas parce qu'une IA parle de la même manière que Daniel Dennett ou Andy Clark qu'elle pense forcément comme lui. Mais nous, humains, on peut avoir ce biais de penser que parce que la forme est semblable, alors le raisonnement est similaire. Donc, il faut être très vigilant. Il y a un effet d'autorité. Voilà, si l'IA, parle comme tel philosophe, on va lui accorder plus de confiance et c'est pas forcément, légitime. Il y a des risques légaux. Le fait d'utiliser, des textes, d'auteurs, d'autres philosophes, ça pose des questions en termes de licence. On a aussi des risques d'attaque. On peut attaquer ces systèmes informatiques et donc on peut les modifier de l'intérieur. Il y a les fameuses hallucinations, heu, donc le fait d'avoir des énoncés, qui semblent plausibles, mais qui en fait sont faux et on peut, contaminer les données, et cetera, et cetera. On a vraiment tout un tas de limites qu'il est important d'avoir en tête. Il ne faut pas s'imaginer que, ces outils sont magiques et qu'ils font tout bien mieux que, des philosophes classiques. Donc, en conclusion, par rapport à ça, donc l'IA,
tel que je vous l'ai présenté, c'est à la fois un objet et un instrument de l'analyse philosophique. Ça permet d'aborder plein de notions différentes, mais voilà, c'est pas un outil magique, mais en tout cas, c'est un outil, en tout cas, j'espère vous l'avoir démontré, avec lequel on peut penser et qui permet d'aborder de nouveaux concepts. Mais derrière, il y a plein de questions qui se posent, je n'aurai pas le temps de les aborder, mais donc on l'a vu un peu, mais comment ces systèmes peuvent nourrir la réflexion philosophique. Je vais donner un exemple avec la confiance, mais on pourrait, se poser plein d'autres questions. Est-ce qu'ils échouent aussi? Heu, Quelles sont leurs limites? Comment ces outils transforment notre manière de penser, nos sources d'information, nos critères de jugement, nos méthodes de raisonnement et quelle responsabilité intellectuelle? Et enfin, peut-on se fier à notre propre raisonnement à partir du moment où on utilise ce genre d'outils? Donc il y a tout un tas de questions, hein. Là, je vous ai donné qu'un échantillon, mais on pourrait se poser 1000 questions sur l'usage de ces outils en philosophie. En tout cas, mon point de vue et ma conclusion, c'est que, ces IA, au-delà de ce qu'elles produisent, en tout cas le fait d'utiliser les IA en philosophie, forme aussi un acte de rupture, donc un avant et un après. Le fait d'utiliser ces IA en philosophie, heu, ça produit en soi un avant et un après. Et pour finir, donc on l'a vu avec, la notion de conscience, c'est pas complètement nouveau. Moi, je me suis amusé à utiliser exactement le même, système qu'a fait Paul Smart. Donc j'ai conçu ma propre IA, non pas basée sur mes propres travaux, mais sur les travaux de Spinoza pour, essayer d'imaginer des nouveaux concepts, une forme de Spinoza moderne. Donc je lui ai donné tout un tas de notions, voilà, sur l'esprit étendu, sur, le fonctionnement du cerveau et l'IA a conçu tout un texte, dans le style de Spinoza et a fait émerger un nouveau concept qui s'appelle la coherentia. Heu Si vous voulez en savoir plus, je vais rédiger un article là-dessus, qui sera sur le site. Là, j'ai pas le temps de l'aborder. En tout cas, là, j'ai pas du tout trouvé d'équivalent sur internet. Donc ici, ce qu'a produit l'IA me semble nouveau, me semble, en tout cas intéressant. Moi, ça m'a apporté de nouvelles réflexions. Donc ça a stimulé ma propre réflexion philosophique, et ce serait une conférence entière pour en parler. Donc je vous invite à me suivre si ça vous intéresse et si vous voulez connaître la suite. En tout cas, pour conclure, donc la question initiale, c'était, penser avec les machines, est-ce que ça forme une intelligence augmentée? Ma réponse, reprend un peu, ce que disait, Donna, c'est que nous ne sommes pas des esprits clos, mais des cyborgs situés. On l'a vu, on est tissé de microbes, mais aussi de machines et d'idées. C'est-à-dire que les idées en elles-mêmes, par exemple, là, je viens de vous donner des idées, je viens de vous transmettre des idées, donc peut-être que ces idées sont imprégnées en vous maintenant et vont vous donner un nouveau regard sur ce genre de choses et donc je vous ai influencé. Donc on pourrait aussi se questionner, est-ce que vous ne faites pas partie, d'une forme est-ce qu'on fait pas tous, partie d'un esprit étendu? Donc on pourrait comme ça aller bien loin sur cette notion d'esprit étendu. Donc j'aime beaucoup cette vision, vous avez le droit de ne pas la partager et pour encore reprendre ces mots, mais reformulés, nos frontières cognitives, donc justement là où on place nos frontières, c'est un choix. À la fois technique, on l'a vu avec, ces IA qui ont une mémoire externe, mais c'est aussi des choix politiques. C'est quel regard on veut avoir vis-à-vis de ces outils, qu'est-ce qu'on veut en faire? Heu, En tout cas, ça apporte aussi des découvertes. Moi, cette présentation qu'a fait Paul Smart m'a stimulé intellectuellement et j'espère que ça a été le cas aussi avec vous. Ce genre de travaux me semble, stimulant pour la pensée. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que je suis resté compréhensible sur les différents sujets qui ont été abordés. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez faire un retour sur cette conférence, pareil, n'hésitez pas à nous contacter et puis s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie qu'on les aborde, c'est pareil, envoyez-nous un mail, dites: «Ah ça m'intéresse». Voilà, on aborde plein de sujets différents. Sur le sujet de ce soir, si vous voulez, sur mon site, il y a quelques articles qui explorent des sujets assez semblables. Donc, n'hésitez pas, à aller voir et à échanger avec nous. On a aussi un Discord sur lequel, il est facile, d'interagir et puis, bah, là, on va prendre quelques questions sur ce sujet, si vous en avez. Oui, vous avez employé le terme de hybridation des philosophes. Ça m'interroge beaucoup parce que
une notion philosophique, je dirais, c'est quelque chose qui n'est pas la même pour chaque humain. On a chacun son image d'un concept. Et l'intelligence artificielle, elle n'a pas, comment dire, l'équivalent. Alors nous, on peut faire une synthèse, je dirais, entre deux idées philosophiques, entre nos images, entre nos représentations, mais je doute que la machine en soit capable. Mmh. Alors, si j'ai bien compris la question, je répondrai que c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, si on prend le fait que les IA, bon déjà, elles ont pas toutes le même modèle. Il y a pas une seule IA, il y en a tout un tas et même si on prend le même modèle d'IA, entraîné sur des données différentes, justement, elles vont donner des résultats différents. Par exemple, la plupart des IA sont entraînées sur des données nord-américaines et donc elles sont imprégnées d'une culture nord-américaine. Si maintenant vous prenez une IA chinoise qui est entraînée majoritairement sur des données chinoises, a priori, les 2 vont pas avoir la même vision et notamment pas la même vision de concept. Pour nous humains, si on revient sur les humains, par exemple, la notion de liberté, on n'a pas la même notion en France et aux États-Unis parce que justement, on n'a pas la même culture et donc on n'a pas la même vision de ce même concept. Et ben, pour l'IA, ce sera la même chose. En fonction de ce sur quoi elle a été entraînée, effectivement, son modèle ne va pas faire les mêmes prédictions suivant les données sur lesquelles elles sont entraînées. Donc je pense qu'il y a vraiment un parallèle entre les 2. En tout cas, c'est une grande question, qui en pose plein d'autres. Là, on a vu avec le RAG, c'est-à-dire que ces IA n'ont pas la même source de données externes. Si on leur donne pas les mêmes données, elles auront en quelque sorte pas la même philosophie, pas le même regard. Effectivement, même que j'ai présenté l'aspect hybride, hem, bah, plus on va rajouter de notions philosophiques à cette IA, plus cette hybridation va être modifiée et donc on va changer en quelque sorte son regard philosophique. Faut faire attention aux mots, hein. Quand je dis regard, difficilement comparable avec nous humains. Mais, mais oui, c'est une très bonne question et qui nécessiterait beaucoup de réflexion. En tout cas, merci pour cette question. Je doute que l'humain et la machine donnent la même réponse. Ah oui, vous doutez que l'humain et la machine donnent la même Par rapport réponse. à une confrontation d'idées philosophiques, oui. Mmh, OK. Vous voulez dire la même réponse ou le même raisonnement? La même structure de raisonnement? Les deux. Mmh. Bah, la même structure de raisonnement, oui, c'est forcément différent. Alors ça, j'en ai parlé à ma conférence précédente, mais on est intrinsèquement différents. L'humain et la machine, on est intrinsèquement différents. Donc on n'a pas exactement le même système et donc oui, on n'a pas exactement le même raisonnement, si on peut parler de raisonnement pour la machine, tout à fait. Au début, vous aviez parlé d'IA, où on combine plusieurs philosophes. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a deux philosophes avec des idées totalement différentes qui sont combinées dans une IA? Et c'est une bonne question. Je me suis, amusé à le faire et j'aimerais, essayer de quantifier. Ce qui se passe, c'est qu'il prend quand même les 2 points de vue. En fait, elle fait ce qu'on lui demande, l'IA, et elle arrive à formuler, heu, des résultats, mais qui sont pas forcément cohérents, hein, mais en tout cas, elle essaie de faire toute une pirouette, justement, pour essayer de faire converger les 2 visions. Mais ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est extrêmement difficile à faire avec des humains. C'est difficile de mettre 2 humains qui sont pas du tout d'accord et d'arriver à formuler une réponse qui soit cohérente pour les 2 humains. Donc justement, bah, moi, c'est ce que je trouve intéressant avec les IA, c'est qu'on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des humains, qui est très difficile à faire. Et même si le résultat n'est pas parfaitement cohérent, je trouve à titre personnel que ça force la réflexion. Par exemple, moi, sur toute la notion de confiance là, qui a été abordée, je me suis questionné: «Est-ce que c'est vraiment cohérent?» Donc ce que je trouve intéressant, c'est que c'est au moins ça a permis d'explorer un horizon que nous, humains, auquel on n'a pas pensé et après on peut réfléchir dessus, nous, humains. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant avec ces IA, c'est que ça permet justement de casser un peu des frontières, des choses auxquelles nous, on n'aurait pas imaginé. On parlait tout à l'heure de culture, il y a des choses qui sont différentes entre cultures, mais par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui a une culture complètement différente, il se passe la même chose. Par exemple, si vous allez au Japon, vous verrez les comportements que vous n'avez jamais vus et ça va vous pousser à la réflexion. Et donc l'IA, c'est pareil, c'est une forme d'altérité, c'est un autre qui vous donne des éléments de réflexion, qui vont vous nourrir intellectuellement. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça, une question sur votre avis personnel sur le sujet.
vous avez dit que pour l'instant, vous voyez l'humain comme un esprit clos, mais qui devient cyborg dans son environnement. Est-ce que cet avis-là reste valable à des technologies comme, par exemple, avec Neuralink de Elon Musk, qui intègre directement la technologie dans le cerveau physiquement et donc qui va peut-être changer des définitions de ce qu'est un humain? Alors justement, moi, ma vision, c'est que justement, on n'est pas des esprits clos. Par exemple, j'en parle dans ma conférence sur le libre arbitre, mais je considère que, par exemple, moi, je me définis pas que par moi-même. C'est-à-dire, je me définis par toutes les interactions que j'ai pu avoir avec les autres êtres humains. Il y a des êtres humains qui m'ont influencé et donc j'estime qu'ils font partie de ma cognition. En tout cas, leurs pensées sont inscrites dans ma mémoire et donc ont une influence sur qui je suis. Donc à titre personnel, je ne me considère pas comme un esprit clos. En tout cas, j'aime bien cette idée de ne pas considérer uniquement mon individualité, mais de penser, plutôt en tant que un être en synergie avec un contexte, avec d'autres personnes. Et du coup, effectivement, donc c'est pareil, tout ce qui est, interface cerveau-machine et aussi, il y a des intelligences artificielles qui sont organiques. Hem, Ça pousse effectivement encore plus loin cette notion de frontière. Je l'aborde sur ma conférence précédente et oui, c'est encore une fois cette notion de frontière que j'ai abordée. C'est à quel moment on va mettre cette frontière? Si, nous humains, donc pour l'instant, effectivement, on peut quand même se dire que j'ai un corps qui est bien délimité, mais si maintenant je suis connecté à une machine, heu, où est cette frontière? Effectivement, est-ce que ma cognition, c'est uniquement mon cerveau? Est-ce que c'est mon cerveau plus la machine? Effectivement, j'ai pas la réponse, mais ça pose plein de questions. Et là, c'est très concret pour le coup. Même, la dernière fois, il y a une question à la conférence que j'ai trouvée extrêmement pertinente, c'est que, par exemple, imaginons qu'on se mette à utiliser, l'IA tous les jours. Est-ce que cette IA va pas elle-même nous influencer et donc faire partie aussi de notre processus cognitif de manière, complète? Donc cette notion de frontière, oui, elle est centrale, hein, c'est pour ça que j'en ai parlé, et j'ai pas de réponse, définie. Mais, en tout cas, à titre personnel, j'aime bien casser les frontières et les barrières et en tout cas se poser des questions, à ce niveau-là. Et une autre question sera à peu près la même question qu'a posé monsieur, mais de l'autre côté, est-ce que la différence entre l'humain et l'intelligence artificielle, ça ne serait pas le fait que nous, on n'a pas assez de données et on arrive quand même à produire du contenu qui est valorisant comparé aux IA qui peuvent lire des quantités astronomiques, des livres dans des secondes qu'un humain mortel ne pourrait pas. Ouais. Bah, en tout cas, c'est une des conclusions que je donne dans ma conférence précédente. Actuellement, l'une des grosses différences, c'est ça. C'est qu'effectivement, nous, par exemple, sans on a un entraînement, mais assez faible. C'est-à-dire que quand on est bébé, on ne sait pas faire grand-chose. Par contre, on a une forte capacité d'apprentissage et d'adaptation. C'est très rapide et on peut vraiment s'adapter à toute situation. Justement, en fonction du milieu culturel dans lequel on est, on va s'y adapter. L'IA, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elle naît pré-entraînée sur énormément de données. À partir du moment où on utilise l'IA, elle a déjà des capacités, elle a déjà un comportement et la plupart des IA, mais c'est pas vrai parce que c'est pas vrai tout le temps parce qu'il y a beaucoup de progrès de l'IA, la plupart des IA ne savent pas ou très peu s'adapter à des nouvelles situations. Et encore une fois, ça évolue de manière exponentielle et on commence à avoir des IA qui savent très bien, comme nous, s'adapter à de nouvelles situations. Il faut être vigilant sur le sujet de l'IA, à chaque fois qu'on fait une conférence, c'est dire: «C'est vrai à cet instant T, ce sera peut-être pas vrai demain». Mais oui, selon moi, c'est actuellement la plus grosse différence effectivement qu'il y a. Et une dernière question Ah, par rapport au, je ne sais pas si vous avez vu ou non, les recherches qu'a fait Cambridge sur les language models, par exemple, et l'IA en général, et comme quoi c'était une intelligence qui, à la surface, paraît consciente, mais qui, une fois affrontée à des problèmes, par exemple mathématiques ou du vrai raisonnement, n'arrive pas à montrer les mêmes capacités qu'un humain. Et c'était les arguments avancés pour, par exemple, nier l'existence d'une IA générale induite, entre guillemets, de l'informatique. ouais, bah, pareil, j'en parle à ma conférence précédente. Bah, ces travaux-là, ils sont déjà obsolètes puisque justement maintenant, on a des IA qui ont fait des tests de théorie de l'esprit, des tests mathématiques, des tests de raisonnement et elles arrivent, comme nous humains, à résoudre ces problématiques. Donc
Il faut être très vigilant justement avec les résultats même scientifiques qui sont produits sur l'IA, parce qu'ils peuvent vite être dépassés. Suivant le modèle qu'on utilise, des résultats qui sont vrais, il y a un mois, peuvent être complètement faux le mois suivant. En tout cas, à l'heure actuelle, en tout cas moi des recherches que j'ai faites, il y a des modèles maintenant qui sont vraiment capables de, comme nous, d'avoir des raisonnements très poussés. Et si ça vous intéresse, voilà, j'ai la liste de tous les articles, là-dessus. La notion de conscience, c'est extrêmement compliqué, même pour nous, humains. C'est-à-dire qu'on peut se questionner, nous aussi, est-ce qu'on est conscient? Ou est-ce qu'on n'est pas juste des êtres, mécaniques, biologiques, avec des actions, qui résultent, de processus, électriques, de processus chimiques? C'est une grande question. En tout cas, il y a tout un domaine de recherche sur le sujet, et en tout cas, la recherche sur la conscience a été grandement accélérée par l'IA. Parce que justement, on se pose la question pour l'IA et du coup, on se pose la question pour nous-mêmes. Donc c'est une grande question et effectivement, on peut aussi faire des projections, sur l'IA et penser qu'elle est consciente. Mais voilà, en fait, c'est très complexe comme comme sujet, la conscience. C'est pareil, ce serait une conférence entière, mais je pense que je vais la faire parce que c'est moi un sujet qui me passionne et il y a énormément de choses à dire sur le sujet. On est d'accord qu'on a défini la philosophie comme la discipline de créer des concepts. Donc, mais quand on voit, l'IA, elle est entraînée justement sur une quantité phénoménale de données et extrêmement grande, mais au fond, elle ne crée pas vraiment de concepts, elle les reconceptualise, elle en fait des parallèles, elle les pousse plus loin, mais pas, elle ne fait pas comme un philosophe ou à partir d'un point de vue, d'une réflexion sur sa vie, elle créera un concept. Vous pensez que ce sera possible dans le futur d'une IA qui est capable de philosopher sans données philosophiques? Alors, je vais, faire le raisonnement inverse et justement, c'est une conférence que je donne aussi sur l'émergence des idées. À partir de quand on considère qu'on arrive à faire émerger de nouvelles idées? Et on a beaucoup cette vision, nous, humains, de penser que des idées comme ça peuvent surgir de nulle part. Et même si on reprend les plus grands philosophes, eux-mêmes ont été influencés par d'autres philosophes. Donc les concepts, enfin les personnes qu'on considère comme ayant fait émerger de nouveaux concepts, ces concepts-là n'ont pas émergé de nulle part. C'est aussi des influences, c'est aussi des lectures qu'ont eu ces philosophes, c'est aussi des expériences vécues qu'ont eu ces philosophes. Donc moi, dans mes conférences, je ne parle pas des philosophes, je parle des scientifiques, mais par exemple, si on prend Albert Einstein, on présente souvent, ses théories comme extraordinaires, comme, innovantes. Pourtant, elles ne sortent pas de nulle part. C'est pas lui seul qui les a inventées, il a été influencé par plein d'autres chercheurs. Il a été aussi influencé par des expériences sensibles, et donc j'ai pas trouvé dans l'émergence des idées de cas où on a vraiment des idées qui sortent de nulle part. Donc même en philosophie, alors j'ai pas creusé le sujet philosophique, mais je doute qu'il y ait eu des concepts comme ça qui n'aient pas été influencés par d'autres lectures. Et donc si on reprend le sujet de l'IA, bah, pour moi, il y a clairement un parallèle. Les IA, ce qu'elles font, c'est exactement ce que nous on fait. Heu, voilà, donc pour répondre à cette question, moi, je ramènerais plutôt de l'humilité chez nous, humains et chez les philosophes, en imaginant que, bah, nous-mêmes, on est pareil. On n'invente pas à partir de rien. Vous avez parlé du RAG et d'intégrer une pensée d'un philosophe à une IA et de lui poser une question qui pourrait être extérieure à ses recherches. Qu'est-ce qui nous garantit que si on posait la même question à ce même philosophe qui est intégré dans le RAG et à l'IA, sur une même question, la réponse serait la même? Alors, il y a rien qui nous garantit ça. Justement, le RAG est une des techniques qui permet d'être le plus fidèle par rapport aux textes qui sont donnés. Parce que justement, l'IA va pouvoir vérifier constamment, est-ce que ce qu'il y a dans le texte, c'est cohérent avec ce que j'ai produit? Donc le RAG, justement, permet de limiter, beh, les hallucinations. C'est une des techniques qui permet de faire ça, mais on n'a rien, oui, qui certifie entièrement. Mais on a encore une fois, on a la même chose avec les humains. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je lis, Spinoza et si j'essaie de vous restituer Spinoza, je ne vais pas vous le restituer parfaitement. Je vais le restituer en fonction de ma propre expérience, en fonction de mon propre vécu et en fonction de mes capacités et notamment ma mémoire. Donc pour moi, il y a encore un parallèle à faire et une humilité aussi à apporter chez l'humain. C'est que même nous, on n'est pas capable de certifier entièrement. Même s'il y a un expert, de Spinoza et qui vient à une de mes conférences, peut-être que lui, même s'il a une meilleure connaissance que moi de cet auteur, peut-être que lui aussi ne va pas percevoir toutes les erreurs que je vais faire, suivant son état de fatigue, suivant plein de facteurs. Donc
À ma connaissance, non, il y a pas de moyen de certifier. Même si c'est plus facile avec ce qui est intelligence artificielle, parce que c'est facile d'avoir des traces de ce qui a été dit, c'est facile de vérifier. Ce qui est plus compliqué avec les humains. Petite dernière question, est-ce que l'IA serait capable de libre arbitre et de penser? Waouh! Il avait failli faire une réponse sans quantiser de ses conférences. Ouais, ouais, c'est pareil, oui, c'est un sujet, déjà le libre arbitre, c'est un sujet en soi. Justement, moi, j'inverse aussi, cette vision, dans ma conférence. C'est-à-dire que souvent, on se considère, nous, êtres humains, comme ayant un libre arbitre. En tout cas, la majorité des gens pensent qu'on a un libre arbitre, presque entier. Dans ma conférence, j'aborde plein d'éléments pour montrer que ça me paraît pas si évident. Il y a plein de choses qui déterminent nos actions et pour lesquelles on n'a pas ou très peu de choix, ne serait-ce que le fait qu'on soit dans une certaine culture va nous induire certains comportements et si on n'a pas connaissance d'autres façons de penser ou d'autres façons de se comporter, on va avoir du mal à adopter ces comportements. Donc pour l'IA, pour moi, c'est la même réponse, et je ne saurais pas dire comme ça si l'IA a un libre arbitre, de la même manière que je ne sais pas dire si vraiment l'humain a un libre arbitre. En tout cas, l'IA, vraiment, c'est ce que j'ai montré dans cette, conférence, c'est que c'est un outil qui permet d'explorer des horizons, pas des horizons qu'on n'est pas capable d'atteindre, nous, humains, mais ça nous tend des perches. Ça nous tend facilement des perches auxquelles on n'aurait pas pensé de manière intuitive. En tout cas, c'est encore une fois, il y a cette notion d'altérité. C'est quand on rencontre quelqu'un qui est différent de nous et qui, du coup, nous pousse vers des réflexions qu'on n'aurait pas forcément parce qu'on est situé, parce qu'on est inscrit dans une certaine culture et effectivement, même une culture, si on parle de philosophie, une certaine culture philosophique. Encore une fois, là, je parle de Spinoza, Machiavel et cetera, qui sont des auteurs européens. Heu, la pensée philosophique chinoise est aussi très différente parce que, basée sur des auteurs, sur une culture très différente. Exactement. Ne serait-ce que j'ai vu une conférence que j'ai trouvée passionnante sur la notion de temps et ne serait-ce que le temps, nous, Européens, on a une vision très linéaire du temps. Le temps qui s'écoule, c'est pas une vision qui est partagée par tout le monde. En Asie, en Chine, ils ont une vision beaucoup plus cyclique et je trouve que j'ai trouvé cette conférence vertigineuse parce qu'effectivement, ça renverse complètement la vision qu'on peut avoir. Donc voilà, je trouve que l'IA a cette propriété, c'est de nous créer des altérités et effectivement, on peut même essayer de faire que des visions qui sont intemporelles. C'est très difficile, mais voilà.